La mairie du district de Bamako dans les ténèbres pour non-paiement de factures d'électricité et ça dure depuis plusieurs mois. EDMSA campe sur sa position, l'hôtel de ville s'affiche en victime. Les dossiers des citoyens, eux, restent en souffrance. Des véhicules sans plaque d'immatriculation, ils courent les rues de Bamako. Que dit la loi? Le dossier de la rédaction à suivre dans ce journal. Et puis, dans le grand format de ce dimanche, flash sur une nouvelle formation musicale. Elle s'appelle le Sahel Blues Band et elle évolue à Ségou. Son credo, remettre nos instruments traditionnels au goût du jour. 42e Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football. 3 candidats en lice. Mopti abrite les travaux pour demain lundi. Nous verrons les préparatifs avec nos envoyés spéciaux déjà sur place. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Embargo sur la mairie du district de Bamako. Énergie du Mali n'alimente plus la structure à l'électricité depuis plusieurs mois maintenant. L'hôtel de ville doit s'acquitter d'une facture estimée à plus de plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Les négociations sont en cours entre les deux protagonistes pour l'instant. Le créancier ne veut pas lâcher prise, le débitaire, lui, s'affiche en victime et quant au dossier des citoyens, eux, restent en souffrance. Alors, la rédaction de Mali Actualité a voulu en savoir plus et fait ici la lumière sur cette situation. C'est avec Ibrahim Traoré. La mairie du district traverse une zone de turbulence. Depuis plusieurs mois, la structure est quasiment plongée dans le noir. Les raisons dépassent l'entendement des citoyens lambda. L'hôtel de ville ne paye pas les factures d'électricité. La somme impayée est gardée secrète. Certaines sources évoquent près d'1 milliard de francs CFA. Le district de Bamako, depuis la coupure, a parvenu à faire un effort dans des paiements échelonnés qui ont été faits depuis une fois 40 millions, 20 millions, ensuite 20 millions et 10 millions, ce qui fait à peu près dans les 90 millions de paiements qui ont été faits. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore été rétablis parce que nous ne sommes pas parvenus à faire un paiement à hauteur de ce comme ils le pensent bien. J'aurais souhaité qu'il nous avoue aussi l'effort qui reste à faire. Vous savez, nous faisons des moratoires avec tous les clients qui sont en difficulté de paiement. Mais le niveau du moratoire dépend, est en rapport avec le volume des arriérés. Croyez-moi, 90 millions, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la dette que la mairie nous doit. Pour faire face à la situation, la municipalité a entamé des négociations avec Énergie du Mali. Pour l'instant, EDMSA ne semble pas prête à encourager les mauvais payeurs. Au-delà de la mairie, c'est l'ensemble du personnel du district de Bamako et même l'ensemble des populations de Bamako qui souffrent d'un service qui n'est pas rendu par manque de courant. Et là, c'est une pénalité que le peuple ne mérite pas et que EDM devrait vraiment songer à faire baisser pour mettre les agents du district et mettre le service à la disposition des populations de Bamako. Ça nous fait de la peine à EDMSA de devoir couper le courant à un client, surtout de public comme ça. Parce que pour nous, tout client est client, qui qu'il soit et où qu'il soit, et mérite respect. Mais le respect doit être réciproque en termes de respect des engagements. En attendant un terrain d'entente entre les deux structures, la mairie du district se débrouille avec un groupe électrogène. Là aussi, on ne peut assurer le carburant à temps plein. À l'hôtel de ville, le personnel et la logistique assurent le service minimum. À l'occasion de la journée mondiale de l'enseignant, célébrée le 6 octobre de chaque année, le personnel du lycée Massama Kandiabati a animé une conférence. Elle portait sur le thème « L'école malienne d'hier et d'aujourd'hui ». Fadem Baketa a suivi pour moi l'actualité. Animé par un éminent écrivain, témoin et acteur de grands bouleversements qu'a connu notre système éducatif, cette conférence est un espace qui retrace deux périodes d'enseignement. L'école malienne avant les indépendances et le système éducatif après la réforme de 1962. Le premier gestionnaire de la librairie populaire du Mali, Amadou Sédou Traoré, dit Amadou Djikoroni, déplore la crise que traverse l'école malienne. Depuis 45 ans, on a commencé à démanteler l'école malienne. C'est pourquoi il ne se passe dans l'école malienne pour l'essentiel que du bricolage et des colmatages, des improvisations et de fameuses innovations, entre guillemets. En réalité, c'est des
moyens par lesquels on a, par petites touches, démantelé tous les systèmes. La célébration s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de l'enseignant. Chaque année et chaque fois que besoin est, il y a une remise en cause des programmes. Nous sommes avec les nouvelles filières et séries. C'est pour adapter l'enseignement au contexte de la vie actuelle. Pour qu'au sortir de l'école, l'enfant qui n'a pas de travail, qui n'est pas embauché, puisse faire quelque chose pour lui-même. Célébrer le savoir avec lequel on ne triche pas honore ceux qui forment pour la Sénégalaise Mariamba une armée noble aux espoirs quotidiens, jamais chantée, jamais décorée. On ne peut que fêter l'enseignant. L'enseignant est le moteur de ce pays parce que l'enseignant est celui qui fait de l'homme ce qu'il doit être. Pour le conférencier, l'application du contenu du Forum national sur l'éducation de 2008 reste le passage obligé pour le Mali. Et puis ce communiqué du président de l'Assemblée nationale qui porte à la connaissance des députés que la session d'octobre, dite session budgétaire, débutera le lundi 7 octobre 2013. La cérémonie d'ouverture aura lieu à 11h dans la salle Modibo Keïta. Le président de l'Assemblée compte sur la présence effective des députés. La séance publique indique le communiqué. La pyramide du souvenir abritait ce matin les travaux du séminaire national sur le bannissement de la violence dans l'espace scolaire et universitaire au Mali, organisé par l'amicale des militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali. Le séminaire a permis de poser toute la problématique de la violence dans l'espace scolaire et universitaire dans notre pays. C'est un reportage de Nando Dambélé. Couplé à la journée internationale de l'enseignant, ce séminaire national se veut une retrouvaille d'une part entre tous les étudiants et d'autre part tous les enseignants de notre pays. Nous avons connu une année scolaire 2012-2013 en parlant d'une partie du Mali que nous pouvons considérer quand même comme une année scolaire normale. Mais nous savons aussi que le nord de notre pays, depuis près de 2 ans, est dans une situation chaotique, dans une situation difficile. Cadre de formation et de partage d'expériences, ce séminaire a permis aux participants de toucher du doigt tous les problèmes brûlants de l'école sous les auspices de l'AM. Cette association qui est aussi vieille que la Troisième République n'a pas toujours su donner une image positive et responsable d'elle-même eu égard aux actes de vandalisme, de violence, d'atteinte aux personnes, aux biens et à la quiétude dans le cadre de la satisfaction de ces doléances. À l'issue des échanges, les étudiants et élèves représentés par 32 coordinateurs ont compris que l'école est un champ d'apprentissage et non un champ de bataille. Je le dis avec toutes mes forces, les coupes-coupes et machettes aux bouchers, les armes à feu aux militaires, et nous, notre seule arme qu'on a, c'est notre cahier et notre stylo. Le thème central du panel a été éclaté en 2 sous-thèmes, à savoir bannir la violence de l'espace scolaire et universitaire et quel leader estudiantin pour l'école malienne d'aujourd'hui et de demain, respectivement développé par Youssouf Diakité et Modibo Bakone. Et puis la remise hier soir des prix du concours des arts numériques de Bamako, c'était lors d'un dîner gala à l'hôtel Radisson Blu. La compétition a mis aux prises une centaine de jeunes durant près d'1 mois. Il s'agissait pour les organisateurs de promouvoir chez les jeunes maliens la compétence en informatique. La cérémonie était présidée par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies et de l'Information, Mohamed Ould Mamouni. Cette première édition du concours des arts numériques concerne 3 catégories: architecture système, infographie et développement d'applications. En architecture système, Aboubakar Sidiki Yalkoui remporte le premier prix. Le lauréat de la catégorie infographie est Jean-Philippe Amingontapoé et Amadi Kamara lui s'est vu décerner celui du développement d'applications. Environ 100 candidats âgés de 17 à 35 ans ont pris part à ce concours. Les organisateurs se disent satisfaits du niveau de la compétition. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer haut et fort que les talents des différents lauréats n'ont rien à envier à ceux de n'importe lequel de leurs homologues étrangers. Oui,
le Mali a certes des faiblesses, mais les Maliens ont aussi du talent. Et pour avoir été personnellement membre du jury, je puis vous assurer que les lauréats que nous célébrons aujourd'hui, tout comme les candidats éliminés, n'ont pas démérité. À telle enseigne qu'il fut quelquefois très difficile de les départager. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui des vecteurs essentiels de développement. Le secteur est pourvoyeur d'emplois. Leur initiative est à saluer et c'est le lieu de les remercier pour avoir offert un emploi à 3 jeunes Maliens dans le domaine des TIC. Nous sommes persuadés que ces jeunes vont très rapidement prendre de l'envergure et dans un très proche avenir, à leur tour, ils pourront mettre en place leur propre structure. C'est notre souhait. Il fut un temps où l'on a pensé que l'utilisation de la robotique aurait pour conséquence la mise au chômage de nombreux travailleurs dans différents domaines. Aujourd'hui, au contraire, on se rend compte que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication est pourvoyeuse d'emplois. Les technologies de l'information et de la communication constituent le levier de choix pour franchir des caps vers le développement, pour consolider une société solidaire, confiante et prospère. Les TIC constituent pour nous une priorité. Je vous demande, les jeunes, d'être des véritables acteurs de la promotion. Les TIC, vous êtes déjà des fins utilisateurs de ces technologies, mais œuvrez toujours autour de vous à sensibiliser, à aider vos concitoyens à entrer dans le monde du numérique. Les 9 gagnants ont tous reçu des cadeaux. Les 3 lauréats ont obtenu chacun un emploi dans l'entreprise Logineo et les autres des stages rémunérés. Cet espace aura été une véritable plateforme de rencontre entre les jeunes dans le domaine d'éthique et de la communication. Les véhicules sans plaque s'accourent les rues de Bamako. Phénomène peut être banalisé, mais tout de même inquiétant lorsqu'on sait qu'un véhicule non immatriculé reste difficilement identifiable en cas d'accident. Circuler sans plaque, est-ce une infraction? Alors, que dit la loi sur cette situation? L'absence de plaque d'immatriculation, un manque à gagner pour les caisses de l'État? Des questions, parmi tant d'autres, auxquelles notre équipe de reportage dirigée par Alpha Maïga tente d'apporter des éléments de réponse. C'est notre dossier de ce soir. On ne doit pas circuler sans plaque. Pour mon cas précis, les véhicules manquent une plaque. C'est pourquoi je suis tout le temps sous contrôle policier. Ici, à la compagnie de la circulation routière, se trouve plus d'une 50aine de véhicules sans plaque. Tous ces véhicules sont saisis pour irrégularité. Nous avons eu à procéder à des opérations de contrôle de véhicules sans plaque à l'intérieur du district de Bamako. C'est une infraction punie par le code de la route. Selon le code routier, les véhicules ne doivent circuler que quand les propriétaires ont rempli toutes les formalités. La réglementation est très claire. Quand un véhicule arrive au Mali, un véhicule étranger, si le véhicule doit durer ici, s'il n'est pas en transit, il doit se conformer à la réglementation. C'est-à-dire que le propriétaire doit venir déclarer son véhicule et la procédure d'immatriculation est enclenchée. Il y a d'abord les services de l'ONT qui sont représentés au niveau du guichet unique ici, qui se déplacent pour aller voir les véhicules, pour dégager les caractéristiques techniques qui permettent au service des affaires économiques, la DNCC, pour faire l'évaluation en ce qui concerne les frais de terme. Il y a les défauts de la déclaration en douane, la liquidation, le paiement des droits et taxes, avant que l'intéressé ne possède le véhicule. Mais force est de constater que tel n'est pas souvent le cas aujourd'hui. Et cela s'explique. Quand on prend la réglementation en tant que telle, ce n'est pas normal. Mais la situation oblige les gens souvent à circuler sans la plaque d'immatriculation. Parce que les raisons sont simples. Les gens, nous avons souvent des engagements. Je parle des véhicules commerciaux. Je veux parler des véhicules commerciaux. Certains parmi nous ont des engagements contractuels. Et quand tu importes un véhicule, tu as un délai. Et ce véhicule, il vient, il doit être dédouané. Et quand il est dédouané, il doit être immatriculé. Il doit avoir la plaque. Il doit être en règle pour commencer à fonctionner. Alors, si tu dois mettre 2 mois, 3 mois, rien que pour obtenir la plaque d'immatriculation, vous savez que ça fait des problèmes. Et la création du guichet unique a permis, autant que possible, de restreindre les délais de dédouanement et d'immatriculation, qui pratiquement passe de 3 mois aujourd'hui à pratiquement à 72 heures et une semaine. Certains usagers préfèrent contourner ces règles.
une infraction selon les techniciens en charge d'appliquer le code routier. Et le plus souvent, ce n'est pas les citoyens lambda qui les fait, c'est souvent même, hélas, les autorités qui les font. Ou même des artistes. Souvent on le voit. Ils mettent leur nom sur le numéro de matriculation. Un nom n'est pas un numéro d'identification, n'est pas un numéro de matriculation, puisque c'est une infraction. Les véhicules sans plaque sont des dangers ambulants dans la circulation. En cas d'accident, la recherche devient difficile. Nous avons de sérieux problèmes dans l'exercice de nos métiers chaque jour avec ces véhicules communément appelés plaques ardoises. Des problèmes dans la mesure où, en cas d'accident de la circulation routière avec délit de fuite, c'est des véhicules que nous pourrons difficilement retrouver. Le manque de civisme est à punir. Pour un grand nombre d'usagers, cela est dû à une lenteur administrative. Au niveau des services en charge de la question, on constate une évolution dans le traitement des dossiers. Quand un usager vient et qui paye ses frais, les frais de l'État, le même jour, la personne a son provisoire. Et dans les 72 heures, le dossier est acheminé à la direction nationale pour la signature. L'absence d'immatriculation constitue un manque à gagner pour les caisses de l'État. Ne serait-ce qu'en voyant le nombre de bennes qui font des activités lucratives mais qui ne payent, qui ne prennent pas de vignette. Problème des véhicules non immatriculés à Bamako, à Kaï, c'est plutôt des difficultés de circulation pour les véhicules. Il n'y a pas que ça. La capitale des rails est également confrontée à un problème d'insalubrité. Jadis ville coquette, elle est désormais dépourvue de sa superbe. Le décor maintenant offre un triste visage avec des voies de communication en piteux état où circuler reste un réel parcours du combattant pour les usagers. Quand les caniveaux ne drainent plus les eaux usées mais gardent allègrement les immondices. Comment en est-on arrivé là? Réponse dans cette enquête de Kansoutou Kanouté, enquête sur laquelle nous revenons ce soir à raison d'un problème technique qui nous avait empêché dans notre édition d'hier de vous livrer l'intégralité de ce reportage. Regardons. La circulation est impossible dans la ville de Kaï à cause de l'état piteux des routes. La voie express sur le tronçon qui va de la douane à la place Harlem est jonchée de nids de poules où chaque conducteur choisit son chemin est bordé de caniveaux dont les eaux fluviales mélangées aux eaux usées couvrent la chaussée en beaucoup d'endroits. Depuis 97. Cette voie a été bitumée depuis 1997. De cette date à nos jours, elle a été beaucoup dégradée et elle n'a jamais été l'objet de réparation. Chaque fois qu'une note de marque est annoncée, la mairie et ses services techniques procèdent au remplissage de certains trous sur les routes urbaines. Et après le départ de celui-ci, la route retombe dans son état défectueux. Vraiment, on est fatigué. Du rond-point Harlem au pont, en passant par la station Shell, la route est dans un état quasi impraticable. Il n'y a pas de route à Kaï. On ne peut même pas dire mauvais état. Mauvais état, c'est déjà quand il y a des routes et c'est mauvais. Chez nous, il n'y en a même pas. Il faut vraiment que les mairies s'impliquent. Et moi, j'ai vraiment bien salué l'avènement du ministère de l'urbanisme et de la ville. Vraiment, nous attendons beaucoup de ce ministère-là, vraiment. Quant à celles qui conduisent vers le grand marché en passant devant les deux banques, elles existent que par les morceaux de pierre qui servent de trottoir limitant les bordures de cette route. De l'hôpital régional en passant par la gare du chemin de fer jusqu'au rond-point du Casso, ce tronçon compte d'innombrables nids de poules, ce qui rend la circulation difficile. Plus difficile encore lorsqu'on emprunte à partir de ce tronçon qui va au conseil de Seigle, au conseil régional et aux services techniques aux alentours de l'ancien aéroport. Donc il va falloir que ce sera conformément. Je souhaiterais que les routes soient aménagées en tenant compte de la capacité des charges des gros porteurs, car Kaï est un carrefour. Route commerciale, le remorque de Betamaga. Selon le maire de la commune urbaine de Kaï, la situation géographique de la ville de Kaï est favorable à un drainage pluvial entraînant du sable qui obstrue les caniveaux et les collecteurs. À cela s'ajoute l'incivisme des populations qui déversent les ordures ménagères dans le réseau de drainage. Et l'entretien des routes urbaines est du ressort de Bamako, ajoutera-t-il. Nous sommes en train de rassembler les matériaux convenables. Pour le moment, on a un stock pas très important de goudron. Donc je pense que peut-être dans les jours à venir, nous allons essayer de cibler certaines parties de la ville, en espérant de pouvoir quand même boucher ces nids de poules. L'État quand même également effectivement
nous allouer un fonds par rapport à l'entretien routier. Mais je pense que cette gestion n'est pas aussi transparente que ça, parce que les marchés se passent à Bamako, les priorités de la ville ne sont pas prises en compte. Bon, si bien que l'entreprise vient faire son travail, souvent même sans consulter vraiment les autorités communales. D'après le directeur régional des routes, sa structure apporte un appui dans la réparation et l'entretien des routes urbaines à Caille sans la demande de la mairie chaque année, et cela depuis 2010. De 2010, 2011, 2012 jusqu'en 2013 encore, l'intervention de la direction régionale des routes de Caille pour le compte de la voirie urbaine de Caille continue. Les travaux ont commencé avant les pluies, et à cause de l'hivernage, il y a certaines actions qui ne sont pas faisables. Les travaux vont reprendre en octobre, surtout l'accès à l'hôpital de Caille. Interrogé sur la question, le chef de l'exécutif régional s'est dit inquiet de l'état très défectueux des routes. Pour cela, il a matérialisé des ronds-points au niveau des carrefours afin de rendre la circulation beaucoup plus fluide. Il a aussi annoncé le démarrage très prochain des travaux de restauration de la route qui part de l'hôpital Foussendao à la station Shell. À la descente du pont, avec l'appui de nos partenaires chinois des différentes collectivités, on a pu faire un aménagement qui n'est pas encore achevé à ce jour-là. Et il y a un certain nombre de carrefours également qu'on a identifiés à l'intérieur de la ville. Nous avons positionné d'abord dans un premier temps des pneumatiques pour marquer le carrefour. L'idéal, c'est qu'au fil du temps, on puisse remplacer progressivement les pneumatiques par des petits monuments qu'on va ériger, et le tout dans un souci de rendre Caille coquette et belle. En tout cas, la population de Caille souhaite ardemment que toutes les routes en mauvais état soient réparées rapidement pour leur grand bonheur. Dur pour les usagers de la route, donc à Caille. Autre sujet de l'actualité, les producteurs agricoles, eux, s'adaptent mieux au changement climatique. C'est le constat fait par la mission de supervision des activités du projet Améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique. Cette mission vient de visiter des parcelles de démonstration dans les régions de Ségou et Sikasso en compagnie des acteurs de l'agriculture de ces localités. C'est un reportage de Fousséni Samaké. Cette visite de la mission du projet Améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole s'est rendue d'abord dans la commune rurale de Sinzana. Elle a visité les parcelles de démonstration des milles synthétiques, arachide 4710, maïs Sochibaka, sorgho CSM 63E, acacia Sénégal. Les parcelles expérimentales ont été des réussites à tous les niveaux. Toute chose qui permettra de relever les défis face au changement climatique qui se font de plus en plus menaçants. En Pessoba, dans le cercle de Koutiala, les parcelles de mille Torognon 1, de fourragères Yerewolo, les plantations de karité, Kaïcédra et Tek sont des exemples réussis. De plus en plus, on est en train, dans ces communes-là, d'aller vers une certaine appropriation de l'approche développée dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Plus les gens vont adopter ces technologies et changer de comportement vis-à-vis de ce phénomène, plus on pourra, malgré les changements climatiques, produire à suffisance pour en tout cas assurer la sécurité alimentaire. À Sinzana comme en Pessoba, les responsables du projet, techniciens d'agriculture, agriculteurs et autorités ont échangé pour plus de compréhension sur les visions d'adaptation au changement climatique. En 5e région, l'association multifonctionnelle Kin Djea de Taïkiri de Mopti vient de lancer son projet d'hygiène et d'assainissement. Il est financé à hauteur de 20 millions de francs CFA par le programme d'appui aux organisations de la société civile phase 2. Il devrait contribuer à améliorer le cadre de vie des habitants de Taïkiri, le quartier de Mopti le plus insalubre. Yacouba Maïga, correspondance. Le phénomène de l'insalubrité est plus qu'un casse-tête aujourd'hui à Mopti, malgré les énormes efforts consentis par les autorités communales. Conscientes de l'ampleur du phénomène, surtout dans le quartier de Taïkiri, les braves dames de l'association multifonctionnelle Kinjaya décident d'en faire leur combat quotidien en initiant un projet d'hygiène et d'assainissement dont le coût est estimé à 20 14 000 francs CFA, financé par le programme d'appui aux organisations de la société civile phase 2 pour une durée de 12 mois. Je me réjouis
de constater que la problématique de l'assainissement de la ville de Mopti devient de plus en plus une activité partagée avec la population. Le cadre de vie de l'individu, de la communauté, du quartier, de la cité dépend bien évidemment de l'engagement de ces différents niveaux. Le projet Kinjaya va s'appuyer sur une approche participative en associant les différents acteurs et bénéficiaires aux mesures d'hygiène prises et aux activités de collecte et de dépôt des ordures et autres déchets. Le programme d'appui aux organisations de la société civile phase 2, partenaire financier du présent projet, est cofinancé par le gouvernement malien, l'Union européenne, la Suisse, la Suède, le Danemark et le Canada. Encore à Mopti, où la Chambre régionale d'agriculture a tenu sa 4e session ordinaire. Les travaux portaient sur l'état d'exécution des activités du budget de 2013, une année marquée par des perturbations dues à la crise que le Mali a connue, le programme d'activité et les budgets 2014 estimés à 306 millions de francs CFA. Jules Sambou-Sissoko. La 4e session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Mopti, mandature 2010-2014, se tient à une période où l'exécution du programme d'activité 2013 a connu une forte perturbation en lien direct avec la crise que le Mali a traversée. Les membres de l'Assemblée consulaire vont passer en revue le bilan des activités et analyser l'exécution du budget 2013 qui se chiffre à 142 millions de francs CFA. Même exercice pour l'année 2014. Avec un budget estimé à 306 millions de francs CFA. Cette année, campagne 2013-2014, nous l'espérons beaucoup. Cependant, dans les zones exondées, telles que dans les Sénaux, il y a encore quelques proches de menaces de sécheresse. J'en appelle également aux partenaires tels que Danida pour accompagner les organisations paysannes. Malgré certaines contraintes, la CRA de Mopti a exécuté 4 projets phares. Autour de la filière échalote à Koro, la filière sésame à Bankas et à Koro et la filière lait à Djéné, soit un montant total de plus de 600 millions mobilisés par le PASAM. Autre acquis de taille, la construction d'un siège pour la CRA et autres pour les délégations locales de cercle pour un montant de 212 millions de francs CFA grâce au PASAM qui prend fin en décembre prochain. L'association intitulée Unis pour les enfants défavorisés UNAID vient de remettre des kits scolaires aux enfants de Niamakoro et de Sabalibougou en partenariat avec le Rotary Club Bamako-Koulouba et le district français 1790. Ce sont 100 enfants qui bénéficient en plus des fournitures de frais de scolarité pour l'année 2013-2014. À travers ce geste, l'association UNAID vient une fois de plus au secours de l'enfance en situation difficile en vue d'améliorer et d'adoucir ses conditions de vie et d'études. L'UNAID est une association caritative à but non lucratif spécialisée dans la scolarisation d'enfants. Elle œuvre dans l'humanitaire au Mali depuis 2010. Démarche similaire de la part de l'association Ligue Élite qui remet à son tour 61 kits scolaires à des scolaires de parents démunis de l'école d'Antoumé de la commune 4 du district de Bamako. Les bénéficiaires sont des élèves des classes de première, deuxième et troisième année fondamentale. Ce geste, selon les initiateurs, s'inscrit dans le cadre du respect du droit des enfants à l'éducation. La cérémonie a regroupé parents d'élèves et autorités municipales. Elle était présidée par Moussa Mara, ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville. Appréciant le geste de l'association, le ministre Mara a dit que tout acte posé pour le développement du pays doit être soutenu par le gouvernement. Parlons, les responsables du football malien sont à Mopti. Maintenant, on parle de football, donc ils sont à Mopti, dans la Venise malienne. Ils vont tenir les travaux de la 42e Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football qui s'ouvre demain lundi là-bas. 3 candidats sont en lice pour le poste de président. Avant l'ouverture des travaux, nos envois spéciaux, Djelima Kandjabaté et Amara Malé Diallo, nous disent comment se déroulent les préparatifs sur place. Ici à Mopti, les préparatifs vont bon train pour la tenue de l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football. Le président de la Ligue de Mopti, Noum Bokoum et ses collègues sont au four et au moulin pour recevoir les nombreux invités qui vont prendre part aux travaux.
Des travaux dont l'ouverture se fera dans la salle de conférence du gouvernorat et la clôture à l'hôtel Kanaga. La responsabilité est tellement lourde que depuis qu'on nous a annoncé qu'on doit abriter la 42e assemblée, nous avons tout mis en œuvre. J'ai mis en place ici une commission présidée par le premier vice-président. Et ça fait 2 mois à peu près que cette commission s'attelle. Et je pense que ce qui a été fait au niveau de cette commission, ça donne satisfaction entière. Après 2009 à Tombouctou, les responsables du football national se retrouvent ici dans la Venise malienne pour l'élection d'un nouveau président. Sur fond de profond tiraillement, les assises de cette 42e session de Mopti doivent impérativement ramener la sérénité dans la famille du football malien. Que la nouvelle équipe qui va être installée soit l'équipe qui va apporter le renouveau du football malien pour que le football malien puisse se relever de ses cendres. Les 3 candidats en liste ont déjà un bel exemple au Mali, c'est-à-dire l'élection du président de la République. À l'issue de l'élection, ceux qui n'auront pas gagné le poste de président de la fédération puissent très rapidement reconnaître le succès et se mettre au travail auprès du nouveau président qui sera élu. Les 3 candidats s'attelleront certainement à permettre la tenue sereine des travaux dans un climat qui va permettre d'éteindre définitivement tous les foyers de tension dans l'environnement de notre sport roi. Mauvaise soirée dominicale pour les Blancs de Bamako, comme le craignait hier le coach du Stade malien. Le tout-puissant Mazembe a été vraiment puissant. En match aller des demi-finales de la Coupe de la Confédération, les Blancs de Bamako se sont inclinés cet après-midi au Stade Modibo Keïta 2-1 face aux Congolais. C'est dire que les choses se compliquent pour les nôtres. Le résumé de la rencontre avec Siragatou Sissé. Ambiance électrique au stade Modibo Keïta pour cette demi-finale allée de la Coupe de la Confédération entre le stade malien de Bamako et le tout-puissant Mazembe. La grande bataille a tenu ses promesses au point de vue jeu, intensité, gestes techniques et buts. Profitant des espaces offerts par les Blancs, le tout-puissant Mazembe frappe à la 14e minute. L'international zambien Rinfond Kabala bien servi dans l'axe, coulisse au fond des filets. 1-0. Le tout-puissant Mazembe retrouve ses repères. 23e minute, Cheiban Traoré, l'ancien joueur du stade malien, prend de vitesse la défense et ouvre la voie en Trésor Poutou pour le 2-0. La pelouse du stade Modibo Keïta sourit bien au capitaine du tout-puissant Mazembe. Celui-ci avait marqué l'unique but de son club en 2010 contre le Djoliba AC en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Le stade malien de Bamako s'organise et réduit le score à la 27e minute par Modimakan Koïta. 2-1, score à la mi-temps. Le second acte de jeu a vu le stade malien de Bamako dominer sans concrétiser les occasions. À l'image de ce lobe mal ajusté à la 56e minute par Modimakan Koïta. Et le raté d'Abdoulaye Sissoko en toute fin de partie. Le résultat s'explique par des erreurs assez inhabituelles sur l'aspect offensif de mon équipe, de ma défense, qui nous a coûté 2 buts. Et puis, bon, je pense qu'on aurait pu marquer nous aussi au moins 2 buts si on avait montré plus de précision dans les derniers gestes, parce que on a eu quand même pas mal de situations intéressantes, mais gâchées par le manque de précision. On savait que face à cette belle équipe du Stade malien, il fallait vraiment faire un grand match pour pouvoir faire un résultat. On a su venir gagner, on a fait vraiment une entame magnifique. Et après ce but encaissé nous a un peu fait douter. On a choisi l'option à la mi-temps d'essayer de rester vraiment en place, très solide défensivement et de tenir ce score. Ça augure d'un match retour ouvert, mais ça nous laisse une chance de pouvoir passer à domicile. Cette victoire à l'extérieur du tout-puissant Mazembe rapproche davantage les Congolais du dernier virage en attendant le match retour le 19 octobre prochain à Lumumbashi. Au stade malien de Bamako, de se surpasser pour jouer une deuxième demi-finale en Coupe de la Confédération. Triste soirée de football. Des incidents regrettables ont éclaté juste au coup de sifflet final. Les supporters mal intentionnés ont laissé éclater leur colère, provoquant l'intervention énergique des forces de l'ordre, tout corps confondu. Même les cadres de reportage de l'ORTM ont subi des dommages. Le hooliganisme est refait surface au Mali. Bien dommage. Nous arrivons maintenant à notre grand formant. Il nous amène dans les méandres de la création musicale de chez nous avec son génie fécond et varié. Désormais, l'espace s'enrichit avec une nouvelle formation. Elle s'appelle Sahel Blues Band et elle évolue dans la cité des Balanzans. Selon ses membres, Sahel Blues Band veut redorer l'image du Sahel et assurer du coup une transmission
du savoir de l'ancienne à la nouvelle génération de musiciens. Notre reporter culturel Cheikh Oumar Sangaré est allé à la rencontre de ce groupe qui joue essentiellement avec des instruments de musique traditionnelle. La kora, le ngoni, le djembé et le balafon se croisent, le rythme produit ne laisse personne indifférent. Fruit de l'intensification des activités culturelles dans la ville de Ségou à travers le festival sur le Niger, la jeune formation musicale Sahel Blues est née de la rencontre de 3 acteurs de l'industrie musicale. Il y a une année, le guitariste Mama Sissoko du Super Biton, qui est natif de Nyoro, et Brouda Diabaté qui est natif de Nyoro, et moi-même qui suis natif de Nyoro, on s'est rencontrés. Il se trouve que ces 2 musiciens faisaient partie de l'orchestre de Nyoro du Sahel qu'on appelait Nour El Sahel. Nous voulons montrer au monde que le Sahel, c'est la musique, c'est la paix, c'est le dialogue, c'est la diversité culturelle. Il s'agit de revisiter une partie du riche répertoire musical du pays, singulièrement celui de Nyoro du Sahel, autrefois chanté par l'orchestre Nour El Sahel. Bon, moi je travaille avec les jeunes, c'est des jeunes qui ont du talent, ils sont intelligents. Quand je leur montre quelque chose, tout de suite, ils pigent. Je les amène un chant, ça la colle, je leur donne de la gamme, je joue l'accompagnement, ils écoutent, les laboratoires qui essaient de me trouver un accompagnement parallèle à cet accompagnement-là. Ils sont 5, tous musiciens, dont 3 chanteurs. Nous les avons rencontrés lors d'une soirée culturelle au bord du fleuve Niger à Ségou. Les spectateurs n'en demandent pas mieux. Ce qu'on peut constater déjà, c'est que chacun des 5 éléments, chacun individuellement, maîtrise bien son instrument. Ils essaient de revisiter un peu ce répertoire qui, à mon sens, est aussi une bonne chose parce que c'est une grande partie du patrimoine immatériel qu'il est nécessaire aussi de mettre en valeur, de faire connaître encore plus jeunes. J'aime beaucoup la kora depuis des années. Et je suis allée voir tous les instruments, le tambour, le double tambour, le juju, c'est ça, le ngoni et la kora, c'est magnifique. Vraiment, c'est très très beau. C'est bravo, merci. Le groupe Sahel Blues est appuyé sur place par un studio dénommé Corée. Son premier album de 8 titres est prêt et sera bientôt disponible sur le marché discographique. Bon vent au Sahel Blues, la page noire de cette édition. Les obsèques du pèlerin Mamadou Diallo ont eu lieu ce samedi 5 octobre 2013 à la Mecque. Ce pèlerin malien de la filiale gouvernementale et résident à Faladier a succombé suite à un malaise lors du Tawaf, les 7 tours de la Kaaba, entre l'angle yéménite de la Kaaba et celui portant la pierre noire. Après l'inhumation par les membres de la commission d'encadrement du pèlerinage 2013, nos envoyés spéciaux Niaza Koulibaly et Abdrahman Keita ont recueilli à chaud des témoignages. Mamadou Diallo, je l'ai connu, je venais toujours d'être recruté à la SECNA. Et il était chargé de la maintenance des installations radioélectriques de la SECNA à l'époque. Ce que je retiens de ce monsieur, c'est surtout son caractère d'homme intègre. C'est un privilège que Dieu ne donne pas à tout le monde. Nous sommes fiers, nous sommes tristes, c'est vrai, c'est la circonstance, mais nous sommes fiers de la manière dont il a quitté ce monde. Il a quitté dans un lieu très qui est saint, dans la Kaaba, entre Rukn Yaminité et la pierre noire. Là, on récite Rabbana atina fid dunya hasana fil akhir hasana wa qina azabar. Ô Seigneur, donne-nous la belle chose dans ce monde d'ici-bas et la belle chose aussi dans l'au-delà. Et protège-nous de l'enfer, du feu. Donc, en récitant ça, il est tombé. Et il est tombé dans le bras du bon Dieu. Il est tombé dans la Kaaba, sans être piétiné,
sans être bousculé par les gens. Je voudrais remercier au nom de l'État malien les autorités saoudiennes pour vraiment l'assistance apportée depuis que notre frère est décédé jusqu'à ce jour où l'enterrement a eu lieu. Il me reste simplement à adresser au nom de M. le ministre de l'administration territoriale les condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Que la terre lui soit légère, et nous précisons que Mamadou Diallo est l'épouse de l'ancien ministre, Madame Boudjissène. Ce journal s'achève, merci de l'avoir suivi, et rendez-vous sur notre site www.ortem.ml pour la suite de l'info, et demain, 10h-13h, Amadou Sankaré, 18h-20h, des Sissoko. Bonsoir, et bon début de semaine.